Dans cette vidéo, on va commencer à regarder le livre de base du jeu de rôle Warhammer Fantasy V4, donc la dernière version de la gamme Warhammer Fantasy, qui n'est pas le dernier jeu Warhammer Fantasy, puisqu'il y a un jeu Warhammer The Old World qui est à sortir, et ça va être deux gammes qui vont évoluer en parallèle. Dans cette vidéo, en fait, ce qu'on va regarder donc, dans le livre de base, c'est d'abord sa structure, et ensuite on va regarder un petit peu le mécanisme de base, peut-être la création de personnages. Je vais pas tout couvrir, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le bouquin. On va essayer d'étudier ça de manière factuelle, et à la fin, je vous donnerai peut-être un peu plus mes opinions pour essayer de ne pas tout mélanger. Donc en fait, Warhammer Fantasy, c'est un gros livre qui contient tout ce qu'il faut pour jouer, sauf des scénarios pour ceux qui ont besoin de scénarios pour jouer. Mais sinon, dans l'idée, on a toutes les règles pour créer des personnages. On a à peu près tous les systèmes nécessaires pour faire tourner le jeu. On a un bestiaire, on a un truc sur le monde, etc. Donc on va d'abord passer ça en revue vite fait. Donc en quatrième de couvre, on a la carte du Reikland, qui est une des provinces de l'Empire dans Warhammer, la province sur laquelle va se concentrer cette V4. On a pas mal de petits suppléments, etc., qui justement viennent ajouter du matériel pour jouer des scénarios dans le Reikland, qui est la province dans laquelle se trouve la capitale de l'Empire, l'Empire qui est la plus grande civilisation finalement humaine de l'univers de Warhammer. La capitale Altdorf. On va avoir pas mal déjà dans ce livre de base de petits détails et tout sur cette région qui se trouve plus ou moins au sud-ouest de l'Empire, quoi. Ouest-sud-ouest. Donc on a une carte hyper détaillée, pas forcément très facile à lire, mais elle a un charme non négligeable. Donc ensuite, en termes de structure, on va d'abord avoir, on a une table des matières, etc., une petite introduction. On va avoir une sorte de présentation. Alors, hop là, on va mettre page de couverture séparée. Une petite présentation plutôt bien illustrée de l'Empire, avec à chaque fois une sorte de dualité dans la manière dont c'est présenté. On a deux narrateurs, en fait, un qui nous parle de manière un peu propagandiste, un peu jolie, du glorieux empire de Sa Majesté impériale, l'empereur Karl Franz Ier. Tandis que d'un autre côté, on va avoir une vue un petit peu plus sombre de ce qui se passe, sûrement un peu plus terre à terre. Donc l'introduction est plutôt sympa. Si vos joueurs la lisent, c'est un plus. Globalement, c'est un truc que je peux tout de suite dire sur le bouquin, c'est que globalement, si vos joueurs le lisent, c'est un plus parce que si vous avez toute la charge en tant que maître du jeu de contrôler ce système et de le superviser, ça peut être très très lourd, je pense. Ensuite, on a une sorte d'introduction à travers une sorte de lettres. Toujours sur l'Empire, etc. Ça, c'est vraiment pas mal. On nous parle rapidement des lois de la vie rurale, des cités, etc. pour nous plonger en fait dans l'ambiance un petit peu. Et on arrive sur une partie sur la création de personnages qui va prendre une grosse partie du bouquin. Donc avec d'abord, bien sûr, le choix de l'origine du personnage. Ensuite, la carrière. Les carrières étant un petit peu les moyens de progresser en fait dans Warhammer V4. On va pouvoir passer d'une carrière à une autre. Donc c'est moins figé qu'un système de classe par exemple. Et c'est pas non plus un système complètement freeform de répartition de points. Et je trouve personnellement que ces systèmes de carrière sont très très inspirants, même si ils ont peut-être quelques limites, ou que ça peut créer des trucs un peu bizarres. Donc on a un truc assez détaillé, on retrouve des trucs qu'on avait dans la V2 avec par exemple des générateurs de noms, des trucs qui finalement raccrochent cette création de personnages à l'univers, et ça c'est sympa. Donc ça c'est toute la partie création de personnages. On va avoir une grosse liste de carrières du coup, les fameuses carrières auxquelles on va pouvoir participer. Et ces carrières ont des niveaux. Donc par exemple, si je suis artisan, en fait on a plus de carrières qu'il me semble, puisque si je suis artisan, je commence en étant apprenti artisan, mais je peux devenir artisan et maître de guilde, qui sont des sortes de niveaux de carrière qui sont détaillés en fait à chaque fois en bas à gauche de la page. Théoriquement, on a nombre de carrières, de noms de carrières. Là, enquêteur, en soi, c'est pas la carrière. Les carrières, il y en a 4 carrières d'enquêteur, donc on fait x4, entre guillemets. Donc tout ça, ça nous prend une bonne partie du bouquin. Ces carrières sont réparties un peu en classes, un peu thématiques, genre est-ce que je suis quelqu'un de la ville, un intrigant, est-ce que je suis quelqu'un de la campagne, est-ce que je suis un combattant plutôt. Donc elles sont un peu triées par classe comme ça, et ça peut permettre à vos PJ de s'orienter vers des classes différentes, ou pas justement. On peut s'orienter vers des classes différentes pour pas se marcher sur les pieds, avoir un groupe plus hétéroclite, où on va pouvoir plutôt partir sur tout le monde pioche dans les mêmes classes. Au contraire, pour faire un truc un petit peu plus thématisé, par exemple, si on fait une campagne militaire, on prend tous des guerriers, j'en sais rien. C'est une possibilité. Donc il y en a beaucoup, à chaque fois avec des illustrations tip-top. Et ensuite, on arrive sur les compétences et talents. Donc c'est un jeu à compétences, Warhammer. On va avoir plein de compétences et plein de talents. Et donc ça va créer plein de petites sous-règles dans lesquelles on va devoir venir piocher ou non. Et je pense que clairement, il y en a beaucoup et qu'on va probablement pas toutes les utiliser. Mais ça peut nous donner des idées. De ce point de vue-là, on peut voir le jeu comme une boîte à outils
plutôt qu'un système qui cherche très spécifiquement à nous faire tout ce qu'il nous dit. On n'est pas obligé de tout utiliser au départ, on n'est pas non plus obligé de tout utiliser à la fin. On peut commencer en utilisant moins de trucs pour essayer de s'approprier le livre. On peut décider d'essayer de tout utiliser, toutes les petites sous-règles, les petites règles optionnelles, etc. Et à la fin, peut-être on se rendra compte qu'il y en a certaines qu'on n'aime pas et on les utilisera plus. En tout cas, voilà, il y a une certaine richesse autour des compétences, donc on a toutes sortes de compétences qui nous sont décrites. Puis on a des talents qui, eux, viennent ajouter des twists sur les règles. Si les compétences, globalement, utilisent à peu près toutes la même mécanique, entre guillemets, les talents, eux, apportent de la variété puisqu'ils vont nous donner accès à la magie, peut-être à des manœuvres spéciales, à des règles que seul notre personnage pourra utiliser, ce qui peut créer une certaine complexité. Puisque peut-être que des fois, on va autoriser sans s'en rendre compte en tant que MJ, parce qu'on ne connaît pas tous les talents, des trucs qui ne sont permis que par des talents, par exemple, et se rendre compte qu'en fait, il fallait avoir un talent pour faire ça, a priori. Donc ça peut créer un peu de friction. Je suis en train déjà de donner mon avis sur des trucs, plutôt des avis légers ici, donc on verra si à la fin, je referai un tour de mes avis. Je ne peux pas m'empêcher de les donner en même temps. Donc bref, plein de talents. Ensuite, on arrive sur les règles. Donc les règles, on va voir comment fonctionnent les jets de dés, grosso modo, avec une petite charte là. Donc ça c'est pas mal et pareil avec pas mal d'options etc, donc à voir si on utilise tout ça quoi, ça peut sembler un peu lourdingue. Je pense qu'il y a moyen de rationaliser un peu tout ça, même si tout ça donne de la richesse encore une fois. Donc on a les règles de combat qui arrivent ensuite. J'avance dans les règles de combat, on est déjà à la page 167, donc c'est quand même un gros bouquin. On a des états et puis on arrive sur les règles de destin et de résilience, donc les règles on va dire qui peuvent être liées au metacurrency, comme on aime dire, donc un peu aux monnaies, genre point de chance, point de destin, point de résilience, etc., qui viennent nous permettre d'outrepasser un peu la mécanique de base. On a les critiques ici, la guérison, etc., etc., la maladie, les infections, donc, toutes sortes de choses qu'on verra pas tout le temps arriver, mais au moment où elles vont arriver, on a une règle. On a une règle, est-ce qu'on va la retrouver, est-ce qu'on va pas la retrouver? Il faut voir. Hein. Et on a des règles un peu sur la psychologie, les traits psychologiques aussi. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, c'est les règles pour jouer, on va dire vraiment pendant l'aventure en fait. On arrive sur la partie entre deux aventures qui va nous donner des règles sur le downtime, entre guillemets, donc des activités qu'on va pouvoir faire entre nos aventures, qui encore une fois, on nous dit, elles sont optionnelles, etc. Et c'est pareil, hein, est-ce qu'on veut jouer avec autant de détails, tout ça, ça va être à nous de voir, mais ça nous donne potentiellement des options. Et si les joueurs décident de se plonger là-dedans, ça peut être intéressant. Ensuite, on arrive sur les religions et croyances. Donc, c'est toujours une partie règles, mais là, c'est le moment où on commence un peu à mélanger les règles et le fluff. Alors, dans tout le bouquin, il y a un mélange des règles et du fluff. Quand vous regardez les carrières, on vous explique un peu qu'est-ce que sont ces carrières, etc. Donc, ça vous permet de vous projeter dans l'univers. Mais là, c'est encore plus vrai, je trouve, dans les chapitres qui arrivent. Donc, dans les religions et croyances, on va avoir tout le système, en fait, pour utiliser la magie divine, entre guillemets. Mais aussi, finalement, la description des cultes en une page, c'est assez succinct, mais franchement, c'est pas mal. Il y a des commandements, etc. Donc, ça permet de se projeter un peu dans comment je vais jouer mon personnage, si c'est un cultiste, voire juste si c'est un personnage normal, hein, mais qui vénère les dieux, pour me positionner par rapport à ces dieux. Donc, plutôt sympa, tout le lore, tout ça. Puis, on arrive sur la partie sur la magie, donc qui suit un peu le même principe. On nous présente le concept même de la magie dans l'univers de Warhammer, avec les différents vents de magie, etc. Et les règles également pour lancer les sorts. Donc c'est un jeu où effectivement si on a un lanceur de sorts, on a des règles en plus à apprendre. On a des règles en plus à apprendre par rapport aux autres, et donc on a plein de sorts, etc. Donc là, ça ne lésine pas, on a du choix. Puis on arrive sur la partie meneur de jeu avec des conseils sur comment préparer des parties, comment mener Warhammer, avec un mix un peu bizarre là j'ai trouvé sur le voyage, puisqu'on a des règles sur le voyage dans la partie meneur, et je me demande si ça aurait pas dû se trouver avec entre deux aventures ou carrément dans les règles plus haut. En termes de structure, je trouve. Et donc, c'est pour éventuellement faire des tables de péripéties, tout ça. Mais par exemple, vous voyez, là, on a un coup de trajet. Et je trouve que c'est un peu dommage que ça se trouve là. Je trouve que c'est un peu perdu. Je l'aurais pas mis là perso. Ensuite, on arrive sur le guide de visite du Reichland. Et donc là, pour le coup, c'est le fluff. Hein. Donc là, on a le glorieux Reichland. Et on a plein de points d'intérêt, de lieux, etc. En un paragraphe avec une chronologie un peu de l'histoire du Reichland, dans laquelle on va mêler un petit peu la chronologie plus globalement de l'univers de Warhammer, pour ceux qui n'auraient pas eu d'autres bouquins et tout, donc les bases, genre comment a été fondé l'Empire, l'histoire de Sigmar, etc.
On va retrouver tout ça là-dedans. On va nous parler du système politique et mon Dieu que ça va vite tourner en complexité avec des détails sur le conseil du Ratland, la diète du Ratland, donc vraiment les institutions politiques de la province et tout. Donc c'est très détaillé, je trouve que c'est immersif, même si ça peut faire un peu peur et que honnêtement, je pense qu'on n'active pas ça tout de suite en jeu. Faut y aller très progressivement et faut le faire avec la manière dont on comprend le truc. Parce que la complexité administrative des différentes couches et tout de l'Empire, si on prend tout l'univers de Warhammer tel qu'il a été développé avec en plus des tonnes de suppléments et plusieurs gammes de jeux, etc., on peut vite s'y perdre. Donc je pense que ça, c'est pareil, c'est du fluff qu'il faut voir comme une boîte à outils, honnêtement. Emmagasiner tout ça en amont de la partie pour se souvenir de tout ça, ça me semble vraiment très compliqué. En tout cas, ça va retarder votre partie à moins que vous ayez une mémoire photographique ou je sais pas quoi. Ensuite, à la fin, on arrive sur le guide de l'équipement. Pareil, je me demande un peu pourquoi il se trouve aussi tard en termes de structure. Mais pourquoi pas ? Parce que finalement, l'équipement, les PJ vont avoir un peu besoin d'aller dedans. Donc, je l'aurais mis plus près de la création de personnages, en fait, peut-être. Et donc, on va avoir des détails un peu sur faire son marché, les ratios de monnaie et tout. Encore une fois, plein de détails. Est-ce qu'on s'en sert, est-ce qu'on s'en sert pas ? Il faut voir. Et on va avoir bien sûr des listes d'armes à distance et tout, avec des traits. C'est un système où les armes ont des traits qui vont les différencier. Donc il va demander un certain temps, pareil, pour emmagasiner ces règles. L'avantage étant ici que j'ai le sentiment que c'est un truc plutôt côté joueur, étant donné que dans les profils de monstres du bestiaire, de ce que j'ai vu, on n'a pas forcément ces atouts et défauts d'armes à gérer. Donc pour les PJ, c'est sympa. Et si en tant que MJ, on devait gérer tout ça, ça pourrait être un peu galère. Donc je pense que en tant que MJ, il faut un peu précalculer tout ça, entre guillemets. Enfin, faut pas se plonger dans les détails d'armes. Si je joue un brigand, devoir toujours avoir en tête que comme il manie une grande hache, elle est épuisante, percutante, et que c'est une arme de taille ou je sais pas quoi, ça peut être un peu lourdingue. Mais j'ai l'impression que dans le bestiaire, on a moins ça. Enfin bref. Donc on a les armures, on a tout plein de prix et tout. Donc ça peut aider quand même à l'immersion. Alors c'est beaucoup de détails. Est-ce qu'on veut se servir de tout ça si on est sur une vision un peu plus narrative et tout ? À voir. Et moi je trouve que c'est cool pour se plonger dans l'univers, se dire c'est concret, il y a une économie, etc. Tous ces petits détails, moi j'aime bien. Donc on a plein de trucs sur l'équipement. Et on arrive au bestiaire donc. Et ici vous voyez au bestiaire, comme je le disais, les profils sont plutôt simples. Et le MJ qui a plein de personnages à gérer ne va pas devoir forcément être en maîtrise absolue de tous les systèmes, sous-systèmes, talents, etc. d'avant pour jouer finalement l'adversité, etc. Donc on a un bestiaire plutôt bien rempli. Alors il n'y a pas beaucoup de fluff pour le coup, mais on a des profils et du matériel pour customiser les différentes créatures avec plein de traits de créatures. Et on va terminer le bouquin avec la fiche de personnage, donc, qui est assez impressionnante. Mais voilà, si on joue à Warhammer V4, c'est qu'on a envie de se plonger là-dedans. Qu'on est prêt à faire des erreurs aussi, je pense, parce que maîtriser le système à la session 1, c'est pas donné, mais ça peut être un truc justement qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, plus on va jouer, plus on va comprendre le jeu et tout, et que ça va faire partie du jeu, quoi. Donc on va justement s'orienter vers cette fiche maintenant, parce que je trouve que c'est le premier truc intéressant à regarder d'un jeu de rôle, souvent ça en dit long. Donc on a toute une partie sur le nom du personnage, la race, la classe, blablablou. Pas hyper mécanique ici. Éventuellement le statut, puisque en fonction de notre carrière, on aura un statut social qui peut nous aider à jauger comment vont interagir différents personnages. Mais finalement, même si le jeu nous propose une mécanique stricte de comparaison de statut pour donner des bonus et des malus au jet de sociabilité, on peut aussi le faire un peu plus à l'instinct. Et je pense que c'est vraiment le truc, si on veut jouer à ce jeu, c'est de se faire confiance aussi un peu à son instinct. Se dire, je vais relire le livre, mais je suis pas obligé d'appliquer à la lettre chacune des règles du livre. Si j'en comprends la philosophie, je n'aurais peut-être pas besoin de toutes les règles optionnelles du bouquin. Ensuite, on a les caracs. Donc les caracs, capacité de combat, capacité de tir, force, endurance, initiative, agilité, dextérité, intelligence, force mentale, sociabilité, qui vont être notés sur 100 et qui vont être un peu la base de toutes nos compétences, qui vont vraiment être le truc où on va faire le plus souvent des jets de dés, ça va être des jets de compétences. Donc nos compétences sont en fait plus ou moins des dérivés de nos caracs. C'est-à-dire que par exemple, être bon en dextérité, ça va m'aider pour la compétence art. Être bon en force mentale, ça va m'aider peut-être pour la compétence emprise sur les animaux. Calme, hein, la compétence à garder son calme. Mais en fait, en général, on va faire des jets sous les compétences plutôt que sous les caracs. Et donc pendant la création de le système de jeu de Warhammer, grosso modo, c'est que nos compétences et nos caractéristiques sont notées sur 100. Et on va jeter un dé 100 et essayer de faire un résultat inférieur ou égal à notre compétence. Donc si par exemple j'ai 35 en capacité de combat et que je veux attaquer, je vais jeter un dé 100 et je vais essayer de faire 35 ou moins avec mon dé 100. Et en fait, les compétences,
c'est une sorte, entre guillemets, de version améliorée de mes caractéristiques. C'est-à-dire que si j'ai force mentale en tant que caractéristique 38, en général, je vais vouloir faire en dessous de 38. Mais la force mentale, c'est aussi la caractéristique liée à la compétence calme. Et la compétence calme, je peux l'améliorer indépendamment de la force mentale. Donc, c'est-à-dire que si par exemple j'ai force mentale 38, mais que j'ai amélioré la compétence calme, j'ai mis 5 augmentations dans la compétence calme, et ben je vais faire 38 plus 5, 43. Donc en fait, sur ma fiche, ma compétence calme, elle va être notée 43, et je vais devoir faire 43 au moins pour réussir un jet de compétence calme. Et donc en fait, à chaque fois que je vais augmenter ma force mentale, je vais de la même façon augmenter toutes mes compétences qui dépendent de la force mentale, donc calme et emprise sur les animaux, basiquement. Et la réciproque n'est pas vraie. Je peux m'améliorer en calme, mais ça ne va pas améliorer ma force mentale et mon emprise sur les animaux parce que c'est une sorte de, entre guillemets, de spécialisation de la caractéristique force mentale. Et donc voilà, je vais faire des GD comme ça, et essayer de faire moins que mes compétences. Et on voit que j'ai des compétences de base que tout le monde a en fait. Tout le monde peut utiliser ses compétences. Et à côté, on a de l'espace pour mettre des compétences groupées et avancées. Donc en gros, c'est des compétences spécialisées que tout le monde ne peut pas avoir. Donc, par exemple, tout le monde peut essayer de faire des paris. Tout le monde peut essayer de s'orienter un peu basiquement, intimider quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement formé pour essayer de faire ça. On peut tous essayer de le faire un peu instinctivement. Tandis que les autres compétences, là, les compétences groupées et avancées, par exemple, ça peut être connaissance, zoologie, machin, truc de niche, je sais pas quoi. Si mon personnage l'a pas, il pourra pas vraiment utiliser cette compétence basiquement. Donc, elle n'est pas écrite sur sa feuille. On l'ajoute s'il l'a. Ensuite, on a une place pour les fameuses meta-currency, donc un peu les trucs qu'on va pouvoir dépenser. Notre destin, notre chance, notre résilience, notre détermination, donc qui se trouve ici en haut à droite. Pareil pour l'expérience, qui est une sorte de ressource qu'on va dépenser et qui va évoluer pour faire justement améliorer notre personnage. On a un espace pour ça. On a un espace aussi pour les vitesses de mouvement qui, à mon avis, sont des règles qu'on utilise assez peu, à moins qu'on soit très très attaché au fonctionnement en grille, etc. Mais il y a bel et bien une règle de mouvement et on va noter notre score de mouvement avec notre vitesse de marche et notre vitesse de course. Voilà, donc ça c'est le genre de truc qu'a priori je ferais sauter relativement vite en me disant simplement est-ce que lorsque deux personnages essayent de se déplacer rapidement, il y en a un qui a l'air d'être plus rapide que l'autre. Si c'est un cheval, j'imagine qu'il va aller plus vite qu'un humain, quoi. Ensuite, on a un espace pour les talents. Donc pareil, les talents, comme c'est des sortes de règles secondaires, toutes plus ou moins uniques, c'est un espace un peu libre pour pouvoir les rédiger telles qu'elles sont écrites dans le bouquin. On a de la place pour ça. Ici, on a des places pour les ambitions de groupe, ambitions personnelles, etc., qui sont des moyens de faire gagner de l'XP dans le jeu, en réalisant nos ambitions, etc. Donc ça, encore une fois, c'est le genre de règle dont on peut se servir, ou dont on peut ne pas se servir en fonction de comment on veut gérer l'XP, etc. Comment on veut s'approprier le jeu, la boîte à outils du jeu. Ensuite, on a un espace pour écrire nos armes et armures. Donc là, on est sur le dos de la feuille. Donc c'est plutôt l'équipement armes, armure, richesse, encombrement, si on se sert des règles d'encombrement. On a aussi une règle d'armure qui sont différentes en fonction des localisations. Pareil, on peut soit utiliser une règle plus globale d'armure sur tout le corps pour alléger le système, soit on peut vraiment détailler est-ce que j'ai plus d'armure à la tête, au bras, au corps, etc. On a un espace pour ça, un espace pour traquer nos blessures et nos points de vie, quoi. Notre psychologie, la corruption et les mutations, qui sont un truc qu'on retrouve dans l'univers de Warhammer. Et on a un espace pour les sorts et les prières si on est un lanceur de sorts. Donc on a une fiche plutôt chargée, mais plutôt exhaustive, j'ai l'impression. Pas beaucoup de place pour écrire des histoires de background, etc. Mais on peut prendre une feuille blanche à côté, ça mange pas de pain. Donc voilà, on a fait le tour du bouquin. Maintenant, on va s'intéresser à créer un personnage. Donc je vais pas faire une création de personnage en direct, parce que la création de personnage prend un certain temps. Parce qu'il y a des choix à faire, des répartitions de points, tout ça. Même si une bonne partie de la création de personnage est aléatoire. Il y a tout un schmilblick quand même. Donc, création de personnage assez copieuse. Donc on a parlé déjà du système de base sur le fait qu'on jette un dé-100 et on essaie de faire un résultat égal ou inférieur à notre carac. Donc sachant cela, allons-y. Donc le résumé de la création de personnage, c'est on va choisir une race, ou plutôt tirer aléatoirement une race. On va tirer aléatoirement ensuite classe et carrière. Il va y avoir beaucoup d'étapes aléatoires. Mais grosso modo, les deux pôles, pour commencer, c'est notre race et notre classe carrière. Et une fois qu'on a notre race et notre classe carrière, on va en déduire des attributs, des compétences, etc. Et notre carrière va influencer plus ou moins des points qu'on va pouvoir venir répartir dans notre création de perso. Commençons par la race. Donc la race, on la tire aléatoirement et on a 90% de chance d'être un humain, ce qui est plutôt bien, je trouve. Ce qui est bien parce que Warhammer, le jeu de rôle, basiquement,
on est plutôt sur des personnages qui vivent dans l'Empire. Et dans l'Empire, il y a des humains à foison et il y a moins des autres races, en fait, tout simplement. Alors, avec des suppléments, etc., on va pouvoir peut-être aller explorer d'autres endroits du monde de Warhammer. Et donc, ces suppléments nous proposeront peut-être, j'ai pas encore étudié toute la gamme, je suis tel un académicien d'Aldorf, j'y vais progressivement. On a peut-être des suppléments qui nous permettent de jouer ailleurs, mais globalement, dans l'Empire, clairement, on a plus de chances d'être un humain, donc on a 90% de chances d'être un humain, 4% de chances d'être un halfling, 4% de chances d'être un nain, 1% de chance d'être un haut elfe et 1% de chance d'être un elfe sylvain. Donc on va tirer aléatoirement. Si on veut choisir, donc une fois n'est pas coutume, c'est pareil dans le nouveau jeu Warhammer The Old World qui sort. Pendant la création de personnages, en fait, on va avoir la possibilité à des moments d'utiliser l'aléatoire ou de choisir. Et si on utilise l'aléatoire, on va gagner de l'XP. Si on ne veut pas utiliser l'aléatoire et qu'on veut choisir, on aura moins d'XP pour notre personnage de départ. Et je pense que c'est notamment dû, alors j'ai pas vérifié l'équilibrage du jeu, mais c'est notamment dû déjà à la philosophie du jeu qui est un petit peu de commencer en bas de l'échelle sociale et essayer de s'en sortir. Et donc, on choisit pas vraiment où on commence. On choisit pas où on est né, on choisit pas... Nanana. Donc ça appuie ça, ça encourage ça en tout cas. Et j'ai pas vérifié, mais je me demande si, par exemple, être un elfe, c'est pas un peu mieux que d'être un humain, en fait, basiquement. Donc, pour compenser le fait qu'on ait choisi volontairement d'être un elfe, peut-être on a moins d'XP, mais je dis peut-être de la merde, vous me corrigerez. De toute façon, si je dis de la merde dans cette vidéo, vous me corrigerez. Donc, très peu de chances d'être autre chose qu'être un humain. Et donc, si on tire aléatoirement, on aura 20 points d'XP qui nous seront donnés. Un point d'XP bonus donné à ceux qui se plient au destin. Donc on va avoir une petite description à chaque fois forcément de notre origine. Donc les humains, c'est ceux qui a le plus dans le monde de Warhammer, et en particulier dans l'Empire. Et ici, on sera probablement un Reiklander, puisque on jouerait dans le Reikland. Et ensuite, on a pas mal de nains quand même, qui ont des relations assez fortes dans l'Empire, et il y a même des nains qui vivent dans l'Empire en fait. C'est-à-dire qu'il y a des royaumes nains extérieurs à l'Empire, et puis il y a des nains qui sont vraiment installés peut-être depuis plusieurs générations dans l'Empire, donc qui sont littéralement des nains impériaux, quoi. Pareil pour les Alfings, qui ont un petit endroit à eux dans l'Empire, le Moot, et qu'on peut retrouver à différents endroits de l'Empire aussi, plus ou moins intégrés dans la société. Puis après les elfes, vraiment les elfes c'est le truc plus exotique, on a 1% de chance d'être un haut elfe et 1% de chance d'être un elfe sylvain. Donc à chaque fois on a une description un petit peu de l'origine avec un peu son histoire, et le point de vue des races, le point de vue cliché des races les unes envers les autres. Donc ça peut aider, ça apporte pas forcément beaucoup de nuances, mais ça peut aider d'avoir une sorte de tendance. Et ensuite, nous, on n'est pas obligé que notre personnage s'inscrive dans cette tendance. Donc une fois qu'on a déterminé notre origine comme ça, on va tirer notre classe et notre carrière. Donc en fait, on va pareil, on va plus ou moins aléatoirement pouvoir tirer notre carrière. Chaque carrière fait partie d'une classe. Par exemple, si je suis un marin en carrière, je fais partie de la classe des riverains, dans laquelle on trouve les bateliers, les contrebandiers, les débardeurs, les femmes du fleuve, les naufrageurs, les nautonniers, les patrouilleurs fluviaux. Et c'est pareil pour les 8 classes qui ont chacune 8 carrières, en gros, qui correspondent. Donc c'est pareil, si vous les tirez aléatoirement, vous aurez de l'XP. Si vous décidez de ne pas vous plier à l'aléatoire, vous aurez moins d'XP. Et donc une fois qu'on a ces deux choses, on va en déduire nos attributs. Donc nos attributs vont être différents en fonction de notre race. Donc globalement, les humains, ils sont moyens partout, donc on tire aléatoirement nos attributs. On peut décider de faire une répartition de points, pareil, c'est toujours pareil, il y a plusieurs manières de faire ces attributs. Si on fait full aléatoire, on aura plus d'XP, si on fait pas full aléatoire, on aura moins d'XP. On peut décider de placer des points, etc., répartir des points dans nos caractéristiques, mais il n'y aura pas d'XP bonus. Donc en fait, si on se plie à l'aléatoire, moi ce que je ferais, honnêtement, parce que l'intérêt c'est de partir du truc aléatoire et de faire évoluer le perso, en fait, on jettera 2d10 pour chaque une de nos caractéristiques auxquelles on ajoutera un bonus. Donc pour les humains, on a plus 20 un peu partout. Tandis que par exemple, si je prends un elfe, les elfes, ils n'ont pas de points faibles, vous voyez. Ils ont moins de points, ils ont des points faibles. Par exemple, sur les points de destin, etc., ils peuvent en avoir moins. Mais globalement, sur leur carac, ils ont 2d10 plus 30 dans toutes les caracs, dans plein de caracs, pas toutes. Mais dans la plupart des caracs, ils ont 2d10 plus 30, et ils ont même une carac à 2d10 plus 40, l'initiative, parce que les elfes, ils ont des sens hyper affûtés et tout. Donc en fait, être un elfe, c'est littéralement partie un peu gagnant dans la vie. Alors peut-être pas sociologiquement et dans l'état du monde, mais en tout cas, physiquement et tout, c'est une race dont les caractéristiques sont plus puissantes, quoi. Donc on tire aléatoirement nos fameuses caracs sur 100, et puis on aura également des valeurs dérivées, en particulier les points de blessure qui sont un peu les points de vie, qui vont être un dérivé de nos caracs, qu'on va calculer une fois qu'on aura nos caracs. Donc on voit d'ailleurs la notion de BF, BE, BFM qui apparaît. Donc en fait, cette notion-là, c'est la notion de bonus. En fait, ça correspond à la dizaine de la caractéristique correspondante. Donc, par exemple, le BF, c'est le bonus de force. Donc si j'ai 35 en force, mon bonus de force, ça va être
ma dizaine de force. Donc je regarde ma force, j'ai 35. C'est le chiffre des dizaines de ma force. Ce sera mon bonus de force, donc j'aurai un bonus de force de 3. Donc quand je vais calculer mon nombre de points de vie, en fait, donc de points de blessure, je vais prendre mon bonus de force, mon bonus d'endurance x2, ça a plus d'impact, la caractéristique endurance dans les points de blessure, et mon bonus de force mentale, et ça va me donner mes points de blessure. Ensuite, je vais avoir des points de destin. Ces points de destin vont déterminer mes points de chance également. Je vais avoir des points de résilience. Ces points de résilience vont déterminer mes points de détermination également. Et donc ça va être des trucs qu'on va pouvoir dépenser pour se donner des bonus et qui se rechargent quand on se repose, quand on réussit à faire des trucs, etc. etc. Je vais avoir des points supplémentaires que je vais pouvoir répartir dans mes points de destin et points de résilience. Donc de base, un humain, par exemple, il a 2 points de destin et 1 point de résilience. Et si je ne m'abuse, il va pouvoir répartir 3 points supplémentaires entre points de destin et points de résilience. Puis ensuite, on a notre fameux mouvement, là, notre vitesse. Et donc, comme je disais, mes points de destin et mes points de résilience vont également déterminer ma chance et ma détermination de départ. C'est-à-dire que si j'ai 3 points de destin au début, j'aurai également 3 points de chance. Et si j'ai 3 points de résilience au début, j'aurai 3 points de détermination. Donc, c'est vraiment 4 choses qu'on va pouvoir dépenser de manière différente. On nous invite aussi à choisir une motivation à ce moment-là, parce que notre motivation, c'est un des moyens de récupérer des points de détermination, du coup. Donc en fait, si je choisis une motivation, genre ma motivation, donc c'est un truc qui me motive de manière profonde, par exemple, je suis quelqu'un d'assez rebelle qui aime enfreindre les règles, on nous donne dans l'exemple, aller à l'encontre de l'autorité de mon maître, mettre mon nez dans les livres qu'il vaudrait mieux ne jamais consulter, etc. Quand je fais ça, je regagne un point de détermination. Et la dernière étape du coup de cette étape attribut, ça va être de dépenser quelques points. Donc les attributs en fait, si on devait résumer, je vais prendre la fiche de perso à côté, on va devoir scroller pour la retrouver. Donc les attributs en fait, si on devait regarder sur cette fiche, c'est vraiment la partie haute là, de mon machin. C'est toutes les caractéristiques, les points de destin, la résilience et juste en plus les points de blessure qui se trouvent sur la deuxième partie de la fiche. Ça, c'était les attributs. Compétences et les talents, ce sera l'étape d'après. Mais on va voir qu'on peut déjà, avant même de passer aux compétences, etc., dépenser des points dans nos attributs. Donc, et en l'occurrence, nos caractéristiques. Donc, force, endurance, tout ça, tout ça. Donc, on va avoir 5 augmentations à répartir parmi les caractéristiques marquées d'une croix sur notre carrière. Donc admettons, là qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, et il va falloir être un peu concentré. C'est un processus qui peut être très intéressant, mais il faut quand même bien le saisir, n'est-ce pas? Si vos joueurs ne lisent pas les règles et que vous devez tout leur expliquer au fur et à mesure, ça peut être un peu galère. Par exemple, admettons mon perso c'est un enquêteur, ok? C'est sa carrière. Donc au début, c'est un limier. C'est le premier niveau d'enquêteur, quoi. Donc j'ai tiré ça, je l'ai noté sur ma fiche, je suis un enquêteur. On voit sur mon profil de carrière qu'il y a différentes parties. Il y a les évolutions de carrière, mais d'abord il y a un truc qui correspond littéralement à mes caractéristiques. Donc qui correspond sur ma fiche au haut, là, avec capacité de combat, capacité de tir et tout. Les caractéristiques. Eh bien on voit que dans ces caractéristiques, il y en a certaines qui sont notées d'un petit sigle. Donc il y en a 3 où j'ai une petite croix noire. Il y en a une où j'ai la couleur bronze avec 2 H croisées. Une où j'ai la couleur argent avec un crâne et une où j'ai la couleur or avec un bouclier. Quand j'aurai, que ce soit là maintenant à la création de personnage ou quand j'aurai envie de dépenser de l'XP pendant la campagne, etc. pour améliorer mon personnage, quand j'aurai envie d'améliorer une de mes caractéristiques, donc force, endurance, etc., je devrais me référer à ma carrière pour voir les caractéristiques que je peux augmenter. En fait, ces symboles signifient que je peux les augmenter, tout simplement. Ou en tout cas que ce sont des caractéristiques de carrière. Et donc que je peux les augmenter pour pas cher. En fait, c'est les meilleures caractéristiques de ma carrière, donc c'est moins cher de les augmenter. J'ai plutôt intérêt, si je veux améliorer mes caractéristiques, à améliorer celles de ma carrière. Et donc, au début, quand je suis au premier niveau de ma carrière, donc limier, on retrouve le petit symbole de la petite croix. Au début, j'ai comme caractéristique de carrière l'initiative, l'agilité et l'intelligence en tant qu'enquêteur. Je n'ai pas les autres. En fait, les autres, je vais les débloquer en progressant dans ma carrière d'enquêteur. Par exemple, en passant du niveau limier au niveau enquêteur, je débloque les 2 petites haches là. Et maintenant, je vais pouvoir aussi améliorer ma sociabilité. Puis quand je serai maître enquêteur, je vais pouvoir aussi améliorer ma dextérité. Et quand je serai détective, je vais pouvoir améliorer ma force mentale. On retrouve à chaque fois le petit symbole là, de chaque niveau dans les caracs. Et donc, si j'en reviens à ma créa de perso là, je peux dès le début mettre 5 augmentations dans des caracs de ma carrière. Et donc les caracs avec la petite croix parce que je suis au début de ma carrière. Donc je pourrais mettre par exemple 2 améliorations dans l'initiative, une amélioration dans l'agilité et 2 améliorations dans l'intelligence. Quand je fais ça, en fait, j'augmente de 1 point cette caractéristique. C'est aussi simple que ça. Donc je me mets là, admettons j'ai 30 partout.
Quand j'ai tiré aléatoirement mes caracs tout à l'heure, j'ai eu 30 partout. Et je sais que avec ma carrière, j'ai mes 5 augmentations à mettre. Et je décide de mettre mes 5 augmentations en intelligence, par exemple. Bah, je vais mettre dans la ligne augmentation mes 5. Et boum, je vais passer à 35 d'intelligence. Tout simplement. 30 plus 5, 35. C'est comme ça que je fais progresser mon perso. Et dès le début, je peux le faire un peu. Donc, une fois que j'ai fait ça, je passe aux compétences et talents dans la création de personnage. On est à l'étape 4. Donc là, c'est l'étape où on va devoir écrire pas mal de petites choses sur notre feuille. Donc en résumé, on va choisir les compétences et talents parmi ceux disponibles pour notre race et notre carrière. On a notre race et notre carrière. Maintenant, il s'agirait d'en profiter, j'ai envie de vous dire. À chaque fois qu'on améliore une compétence, comme juste avant pour la caractéristique, il va falloir noter les augmentations. Les talents, c'est un peu différent parce que les talents, c'est carrément des blocs de texte, quoi. C'est genre des capacités spéciales, quoi. Mais à chaque fois qu'on améliore des compétences, il ne faudra pas oublier de le noter dans nos cases augmentation parce qu'au fur et à mesure de toute la campagne, en fait, ça va se finir par se cumuler. Donc il faut en garder le tracé. Donc, on nous dit que les compétences sont classées en 2 catégories, celles de base et celles avancées. Les compétences de base représentent des capacités communes que tout le monde peut mettre en œuvre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut utiliser ces compétences sans aucune augmentation, en fait sans avoir mis aucun point d'XP, aucune amélioration dedans, à un niveau égal à la caractéristique. Tandis que les compétences avancées ne peuvent être utilisées que si on a pris au moins une augmentation dans la compétence. Donc c'est-à-dire que là, avec mes caracs, en fait, je sais déjà combien je vais avoir en chevauché, commandement et tout, je vais pouvoir m'en servir. Tandis que les autres, il faudra absolument que j'ai mis au moins un point d'augmentation pour m'en servir des autres compétences. Donc on commence par avoir finalement nos compétences et talents liés aux races. Donc chaque race possède différents talents et compétences à choisir. Vous pouvez sélectionner 3 compétences auxquelles ajouter 5 augmentations à chacune, 3 compétences auxquelles ajouter 3 augmentations à chacune, et si un talent dans la liste propose un choix, vous devez prendre un talent parmi ceux proposés. Tous les talents aléatoires sont déterminés par le tableau de talents aléatoires qui se trouve là. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, par exemple, on va dire que moi je suis un humain. On voit que dans les compétences des humains, il y a calme, charme, commandement, corps à corps, base. Donc ça, c'est une sous-catégorie de corps à corps, entre guillemets. C'est-à-dire que dans les différentes armes, il y a des armes d'ast, des armes à poudre, des armes machin, des armes trucs. Et il y a une catégorie d'armes, c'est les armes de base. Et donc on a une compétence corps à corps, qui correspond aux armes de base. Évaluation, etc., etc. Donc là, c'est toutes les compétences de race de l'humain dans lesquelles je vais pouvoir dépenser des points à la création de perso. Donc par exemple, si on me dit que je dois en choisir 3 dans lesquelles je vais mettre 5 augmentations. Donc admettons, j'ai envie que mon personnage il ait un certain sang-froid, un certain calme. Je vais par exemple décider que dans calme, je vais mettre 5 augmentations. Je vais aller sur ma fiche et dans les augmentations de calme, je vais mettre 5. C'est fait. Et donc je vais faire ça pour 3 des compétences. Donc par exemple, je fais charme et commandement, je me pose pas de questions. Donc je fais charme et commandement, tac. Et ensuite, il y en a 3 autres dans lesquels je vais pouvoir mettre 3 améliorations. Donc admettons, je décide de mettre dans corps à corps, évaluation et marchandage. Je vais faire 3 dans corps à corps, 3 dans marchandage. Et là, je me rends compte que évaluation n'est pas sur ma fiche, parce que évaluation, c'est une compétence avancée. Donc en fait, je vais juste venir ajouter ici évaluation. Je vais mettre que l'évaluation, c'est de l'intelligence, j'imagine. Donc ça, c'est pas pratique en termes de mise en page, on va pas se le cacher. Je sais pas quelle est la carac qui correspond à évaluation, donc je vais regarder dans compétences. Évaluation, c'était bien de l'intelligence. Donc je note que c'est de l'intelligence. Et ici, ma caractéristique d'intelligence, elle est de 30. Et donc là, j'ai mis 3 augmentations, et donc j'arrive à 33. Donc ça, c'était la partie pour la race sur les compétences. Mais il y a aussi les talents de la race à prendre en compte. Donc je les ai tous, mais il y en a où j'ai un choix en fait. Donc je peux être affable ou perspicace. Moi je vais prendre perspicace par exemple. On va pas s'intéresser vraiment à ce que font mes talents ici parce qu'il faudra, c'est des petites sous-règles. Mais je sais que je dois choisir entre affable ou perspicace, donc je me note perspicace par exemple. Ensuite je vais avoir destiné automatiquement parce que je suis un humain, tous les humains ont ce truc là. Donc je prends destiné et ensuite j'en ai 3 aléatoires. Et donc là je vais les tirer dans cette table aléatoire avec un dessin. Je vais pas le faire. Mais admettons, je devrais tirer un dessin, je fais 72, et j'aurai réflexe foudroyant. Et je ferai ça 3 fois. Donc ça fait quand même un paquet d'étapes. On y reviendra plus tard. Hein. Donc ça, c'est noté sur ma fiche. Maintenant, compétences et talents de carrière. On s'est occupé de notre race, on part sur la carrière, on commence au premier niveau de la carrière listé sur l'évolution de carrière. Donc c'était le fameux limier de l'enquêteur. Il y avait 8 compétences et 4 talents répertoriés à ce niveau. Et parmi ceux-là, on va pouvoir choisir ceux qui nous conviennent le mieux. On va répartir 40 points d'augmentation entre nos 8 compétences de départ, sans dépasser plus de 10 points dans la même. Si on n'a pas envie de réfléchir, qu'on veut gagner du temps parce que création de personnage est quand même assez copieuse, on peut se contenter d'ajouter 5 augmentations dans chacune des compétences de notre carrière.
C'est d'ailleurs l'une des étapes requises pour achever notre carrière, mais on verra ça plus tard. Donc par exemple, voilà, je suis enquêteur, donc je vais simplement aller au niveau des carrières. Donc là, au niveau des signés, il manque des signés, je trouve. Hein. Donc je suis enquêteur. J'ai pas envie de me prendre plus que ça la tête maintenant. Je peux mettre 5 points dans toutes ces compétences et cette étape-là, elle est réglée. Et ensuite, une fois que j'ai fait le truc pour les compétences, je choisis un talent parmi ceux de ma carrière. Donc un des talents qui était affiché sur mon profil de carrière. Étape terminée. Ensuite, je note mes possessions. Donc pour les possessions de départ, elles sont déterminées par notre classe et notre carrière. Par exemple, je suis enquêteur. L'enquêteur, il fait partie des citadins. Donc, j'ai d'abord mes trucs de citadin. J'ai cape, vêtements, dague, chapeau, bourse, besace, contenant un déjeuner. Et j'ai en plus mes trucs d'enquêteur. Donc, je retourne sur la partie enquêteur et je note tout ce que mon enquêteur est là. Sur mon profil, j'ai une autre info dont on a parlé, mais on n'est pas allé très loin. Le statut social de ma carrière. Et donc, en fait, quand je suis un limier, donc un enquêteur débutant, en gros, je suis argent 1. Tandis que si j'arrive à devenir détective, je serai argent 5. Donc en fait, on a bronze, argent et or. Dans bronze, argent et or, on a différents niveaux. Et donc ça montre un peu notre statut social, mais également nos revenus. Donc en fait, ou alors c'est bronze ou cuivre, je sais plus. La couleur, donc c'est-à-dire argent, cuivre, tout ça. Bronze, voilà, c'est bronze. Par exemple, si je suis mendiant, vous voyez, mon statut, ça va être bronze. Là où si je suis plus un bourgeois, etc., ça va être argent. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est plus ou moins. Hein. Mais les statuts bronze, c'est vraiment les plus basses couches sociales du monde de Warhammer, donc les mendiants, les paysans, les ratiers, les machins. Argent, c'est plus la bourgeoisie, les marchands, les lettrés, tout ça. Et or, c'est vraiment, on arrive dans la noblesse, les gens qui ont des hautes fonctions, etc. Et en fait, au sein même de ces couches sociales, on a également des crans qui sont plus liés à notre revenu, finalement. Et éventuellement pour se comparer entre nous. C'est-à-dire que un maître enquêteur, il est argent 3, donc techniquement dans la société, il a de meilleures places et de meilleurs revenus qu'un limier qui est argent 1. Voilà. Donc si j'en reviens à ma création de perso, ça va m'aider à déterminer mes sous de départ. Donc en plus de toutes les possessions, je vais également avoir des sous-sous. Donc on a une formule, hein, c'est simple. Par exemple, si je suis enquêteur, mes sous de départ, c'est 1 des 10 pistoles d'argent fois mon standing. Donc mon standing, c'était 1, vu que j'étais argent 1. Donc en fait, je vais avoir 1 des 10 pistoles d'argent. Si j'avais été argent 3, j'aurais jeté 3 des 10 pistoles d'argent pour déterminer mon argent de départ. Une fois qu'on avait ça, on est quasiment arrivé à la fin. On arrive aux détails supplémentaires, donc c'est-à-dire choisir notre nom, choisir, donc là on a un générateur de noms et tout, on peut choisir notre âge, on peut tout déterminer aléatoirement, etc., notre taille et tout. Et on va choisir aussi des ambitions, parce que les ambitions, c'est un truc qui va nous permettre de gagner de l'XP. Donc encore une fois, ça, c'est très cool pour motiver vos joueurs à trouver des ambitions et le mécaniser et l'encourager, mais ça n'est pas vraiment un truc... de ce que j'ai compris, qui est relié à plein d'autres sous-systèmes. Donc je dirais que c'est optionnel, mais peut-être que je me trompe. Mais en gros, réaliser vos ambitions, ça peut permettre de gagner de l'XP. Donc ça, c'est un moyen de gérer l'XP. Et c'est pareil pour notre groupe, pour essayer de constituer un groupe un peu solide. On va essayer de se trouver des ambitions de groupe. Je trouve personnellement que c'est un peu léger, parce qu'en fait, j'aurais été presque plus intéressé à ce qu'il n'y ait pas un système d'XP pour les ambitions, une mécanique d'XP pour les ambitions, mais qu'il y ait plus d'exemples d'ambitions de groupe. En fait, de comment créer un groupe, comment créer un personnage. Là, c'est assez léger, on a 2-3 inspi. Mais là où, par exemple, j'ai toute une table pour générer des noms elfiques, j'aurais préféré avoir, honnêtement, une table pour générer un groupe cohérent. On a des questions pour insuffler de la vie dans notre personnage, donc ça par contre c'est bienvenu. Comment était votre enfance, pourquoi êtes-vous parti de chez vous, etc. Parce que tout ça, franchement ça peut avoir du sens dans un univers un peu terre à terre à la Warhammer. Je trouve que c'est sympa. Et ensuite on va avoir le système de progression, qui n'est pas en soi une partie de la création de personnages, qui est vraiment un système en soi, le système de progression. Mais comme dans la création de personnages, en utilisant l'aléatoire, on peut gagner de l'XP. Par exemple, si je tire mes caracs de manière aléatoire et que j'accepte les résultats, j'ai gagné de l'XP. Je peux dépenser tout de suite l'XP que j'ai gagné pendant la création de personnage à la fin de la création de personnage. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que ça fait que dès la création de personnage, vous interagissez un peu avec le système de progression. Et donc, si vous faites vraiment ce petit investissement qui va être nécessaire pour jouer à Warhammer, essayer de capter comment ça fonctionne, bah c'est bien que dès le début, en fait, vous dépensiez de l'XP, comme ça vous comprenez la logique de comment je dépense de l'XP, des carrières et tout, vous lisez cette règle avant de commencer à jouer, et ce sera plus simple pour la suite de se projeter, quoi. Donc en fait, le système d'XP, c'est qu'on dépense de l'XP pour acheter des augmentations. Donc les augmentations, c'est les trucs qu'on a vus là. C'est j'augmente de 2 en calme, de 3 en perception, etc., etc. Et le coût
des augmentations en fait va dépendre de notre déjà d'à quel point est fort notre personnage. Plus on est fort, plus c'est difficile de devenir encore plus fort dans un domaine. Et ça va aussi dépendre du fait qu'on soit en train d'améliorer un truc qui correspond à notre carrière ou non. Il me semble, on vérifiera juste après, qu'on peut s'améliorer dans des trucs qui font pas partie de notre carrière mais que c'est plus cher. Donc en fait, pour faire simple, le postulat de base, c'est qu'on améliore les trucs de notre carrière. Donc les trucs de notre carrière, quand je dis ça, c'est les compétences qui sont écrites dans notre carrière, tout ça. Donc, par exemple, dans Enquêteur, on avait vu qu'il y avait la compétence, je sais plus, peut-être perception. J'imagine que l'enquêteur, il a perception dans sa carrière. Je vais pouvoir dépenser des points en perception, tout simplement. Donc les caractéristiques, on le voit tout de suite, sont plus chères que les compétences, puisque pour rappel, les caractéristiques vont améliorer toutes les compétences en fait en cascade. Donc si je m'améliore en force, toutes les compétences liées à la force vont être améliorées en même temps, donc c'est plus cher d'augmenter la force qu'une compétence liée à la force. Et plus on a accumulé un nombre d'augmentations élevé, plus c'est cher. C'est pour ça qu'il faut bien noter nos augmentations. Par exemple, en calme, pour m'améliorer de 0 à 5 en calme, la compétence calme, on coûte 10 points à chaque fois. Donc chaque augmentation en calme, mes 5 premières augmentations en calme me coûtent 10 points d'XP. Ce qui veut dire qu'en gros, je dois dépenser 50 XP au total pour arriver à plus 5 en calme, quoi, grosso modo. Mais à partir du moment où je vais vouloir monter de 6 à 10, donc ce qui est mon cas dans l'exemple qu'on a fait un peu, pour monter de 6 à 10, maintenant ça me coûte 15 points d'XP pour chaque augmentation. Donc là, il faut sortir un petit peu de la calculette ou faire un peu de calcul mental. Ça peut pas faire de mal en Big 2K 2025, de faire travailler son cerveau. Et donc, voilà. On a tout simplement un tableau pour acheter des points. Et plus on en a acheté, plus c'est cher. Mais on a d'autres possibilités d'augmentation, c'est acheter un talent et abandonner une carrière. Les talents, grosso modo, on a dit, c'est des capacités spéciales. Il y en a certains de ces talents que vous pouvez prendre plusieurs fois et d'autres que vous ne pouvez prendre qu'une fois. On va prendre un exemple. Si je prends Assaut Féroce, vous voyez ce talent, donc qui a une capacité spéciale, blablabla. Assaut Féroce, maximum, je peux le prendre autant de fois que j'ai en bonus d'agilité. Donc, admettons, j'ai 30 ans d'agilité, je peux prendre 3 fois Assaut Féroce. Et donc, je vais cumuler en fait les avantages de ce talent plusieurs fois. Il y en a d'autres où je peux le prendre qu'une fois. Par exemple, Affable ici, on peut le prendre une fois max. Et donc, le coût pour acheter des talents, il va dépendre de ça. C'est-à-dire que si je veux acheter Assaut Féroce, ou n'importe quel talent, la première fois, donc un talent qui se trouve dans mon profil de carrière, je vais dépenser 100 XP. Si j'ai déjà acheté Assaut Féroce et que je veux reprendre Assaut Féroce, je vais payer 200 XP. Si j'ai déjà acheté 2 fois Assaut Féroce, maintenant je paye 300 XP. En gros, c'est plus 100 XP à chaque fois que je reprends le même talent. Maintenant, on a le truc abandonner une carrière achevée ou abandonner une carrière inachevée. Comme on s'est lancé un petit peu dans la progression de personnage, je vous propose qu'on continue là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait là, on a terminé notre création de personnage. On a fini la partie sur la création de personnage, à ceci près que, en fonction du personnage qu'on a créé, on n'a peut-être pas tout à fait fini. Parce que si j'ai choisi un mage, si j'ai choisi un certain talent, je vais peut-être devoir faire des choix supplémentaires. Si par exemple j'ai pris des talents qui me permettent de faire de la magie, je vais peut-être devoir aller voir la partie magie pour choisir les sorts que je connais, etc., etc. La création de personnage peut être un peu plus longue pour certains types de personnages. On va pas le faire dans cette vidéo. On est dans la partie finition, j'ai envie de dire. Un autre truc aussi, qui ferait aussi probablement partie de la création de personnages, enfin des trucs qu'on devrait faire dans la foulée, c'est de noter les caractéristiques de nos équipements. C'est-à-dire que vu qu'on a gagné des équipements, des armures, des armes et tout, on va aller chercher dans le bouquin les stats des armes, etc. et venir les écrire dans notre feuille de personnage. Mais sinon, on a fini la procédure de création de personnage ici. On va continuer sur la progression un petit peu par rapport à notre système de carrière parce que on était en train d'en parler, donc ce serait bête de s'arrêter là, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, pour augmenter les caractères, les compétences, vous avez compris, on dépense de l'XP et bif paf pouf. Ce qui est des carrières, on a vu qu'il y avait plein de carrières, on va pas être enfermé dans une carrière, on a vu qu'il y avait des niveaux de carrière, on peut changer de carrière, tout ça, tout ça. Il y a deux façons de changer de carrière. Il y a monter en niveau dans notre carrière, c'est-à-dire progresser dans les échelons d'enquêteur, passer de limier à enquêteur, à maître je sais pas quoi, ou carrément changer de carrière, c'est-à-dire j'étais enquêteur, mais j'ai fait un burn-out, et maintenant je suis chasseur de sorcières. Oula, changement de carrière drastique. Pas tant que ça au final. C'est plus violent de passer d'enquêteur à mendiant. Quoique un mendiant ça peut être un informateur, mais bref, arrêtez de dire de la merde, je peux carrément changer complètement de carrière. Ou progresser dans ma carrière, c'est les deux possibilités. Dans tous les cas, on va devoir dans un premier temps, savoir si on a achevé notre carrière. Si on a achevé notre carrière, ce sera moins cher de passer à la carrière suivante. Si on change de carrière trop vite, entre guillemets, et qu'on n'a pas achevé notre carrière précédente, ça va coûter plus cher. C'est 100 XP pour changer de carrière si on a achevé notre carrière précédente, 200 XP pour changer de carrière si on n'a pas achevé notre carrière précédente. Donc, comment est-ce qu'on sait si on a complété une carrière ou pas ? Compléter une carrière, c'est assez simple. On regarde si on a acquis
le nombre d'augmentations indiquées ci-dessous dans toutes les caractéristiques et dans les 8 compétences disponibles de notre niveau de carrière. Donc quand je disais simple, un peu vite dit, c'est pas si simple. Donc par exemple, je suis dans une carrière de niveau 1, donc je suis le limier, là, enquêteur, etc. Il va falloir que j'ai 5 augmentations dans chacune des caractéristiques de ce niveau de carrière. Donc si je retourne sur mon limier, paf, il est là. Il est là, l'enquêteur. Pour achever ma carrière de limier, il faudrait que j'ai 5 augmentations en initiative, 5 augmentations en agilité, 5 augmentations en intelligence, 5 augmentations dans chacune des compétences qui sont ici. Donc on a vu à la création de personnage qu'on gagnait des augmentations et qu'on nous a proposé, dès le départ, de mettre 5 augmentations par défaut dans toutes nos compétences. Comme ça nous permet en fait déjà de valider cette condition-là pour éventuellement passer plus vite à une autre carrière, quoi. Valider plus vite cette carrière-là. Il nous manquera d'avoir 5 augmentations en initiative, en agilité, en intelligence. Une fois qu'on aura fait ça, on considère qu'on a complété notre carrière. Et donc du coup, on va pouvoir dépenser 100 points d'XP pour évoluer. Alors, j'avais juste oublié un truc, il faut aussi qu'on ait au moins un talent de notre niveau de carrière. Donc si on a fait les 5 augmentations et qu'on a un talent, on a complété notre carrière. Et compléter sa carrière, vous voyez que c'est plus difficile pour les carrières supérieures. C'est-à-dire que limier, c'était le niveau 1 de la carrière. Mais si je suis au niveau 2, là, maintenant je suis enquêteur, pour compléter ma carrière d'enquêteur, il va falloir que j'ai 10 augmentations en corps à corps bagarre, 10 augmentations en crochetage, 10 augmentations en escamotage, 10 augmentations en esquive, blablabla. Un des talents de ce niveau, 10 augmentations pas en dextérité, en sociabilité. Donc c'est de plus en plus difficile d'avancer dans les niveaux de carrière. Si on a achevé notre niveau de carrière actuel, on peut passer au niveau de carrière suivant ou à n'importe quel niveau de carrière inférieur. On peut aussi régresser si on le souhaite pour 100 XP. Donc si j'ai achevé chasseur, donc chasseur niveau 2, je peux passer à pisteur, chasseur niveau 3, ou à tracker, chasseur niveau 1, pour 100 XP, mais pas à maître de la chasse, chasseur niveau 4. Là, on a une petite règle sur laquelle je reviens dans 2 secondes, parce que pour moi, ça résout un peu cet imbroglio incompréhensible. Enfin, moi, je trouve que c'est trop compliqué. Spécifiquement, ce système d'évolution de carrière, je trouve que c'est bizarre. On peut aussi changer pour une nouvelle carrière pour 200 XP. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette évolution. Vous voyez que c'est un petit peu tiré par les veuches. Donc on arrive sur un peu la conclusion de cette première vidéo sur la création de personnages et la structure du bouquin. Je vais me focaliser sur les défauts parce que je me focalise sur les exceptions plutôt que la règle à chaque fois. Dans un premier temps, j'ai envie de donner globalement mon ressenti. Je trouve que c'est un jeu qui est très très inspirant. Moi je trouve que s'intéresser à tout ça, le lire, etc., lire les carrières, regarder tout ce fourmillement, toute cette richesse, c'est cool. En fait, cette richesse est cool. Les systèmes le sont moins, selon moi. C'est-à-dire que le système, on le verra pour les autres systèmes, notamment le système de combat, où il y a plein de règles et de richesses, etc. D'un point de vue ludique, on va dire. Ce sera dans une autre vidéo. Les systèmes, je trouve, il y en a trop. Par contre, des ressources et des compétences, etc., moi, je trouve que c'est cool d'avoir tous ces détails, toutes ces possessions, tous ces prix des armes, etc., etc. J'ai envie d'essayer de jouer avec ça. Il y a des fois où j'ai envie de jouer avec une abstraction bien plus importante pour certains jeux, où on n'a pas envie de compter nos pièces d'or et notre fatigue et tout, et de savoir que j'ai plus en conduite d'attelage qu'en dressage de poney, vous voyez. Mais dans un système un peu où on veut s'imprégner du monde, etc., un peu simulationniste en fait, on veut avoir ce feeling, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce livre. Et donc je garderai la majorité des choses, mais pas tous les systèmes. Pour moi, le système de progression ici, il me crée un problème. Déjà, il ne correspond pas vraiment à la manière de progresser de manière organique dans la plupart des campagnes. J'ai le sentiment que mon personnage devrait s'améliorer plutôt dans ce qu'il fait que dans les trucs de son profil de carrière. Parce que si je suis un enquêteur, mais que j'ai pas enquêté, j'ai passé beaucoup de temps à la cour là, ces derniers temps, je sais pas si j'ai envie de m'ajouter des points, vous voyez, dans certaines compétences d'enquêteur, quoi. J'ai envie plutôt d'augmenter ma sociabilité, peut-être. Et le fait de devoir faire une sorte de changement de carrière pour pouvoir augmenter ma sociabilité au risque de devoir payer plus cher, etc., parce que je suis pas dans la bonne carrière et tout ça pour moi ça a assez peu de sens. Et donc en fait, le système de carrière, je le garderai pas vraiment, à part pour m'inspirer. Et pour la création de personnages. En fait, à la création de personnages, je pense, je prendrai la carrière telle quelle, je ferai la procédure de création de personnages, je suivrai à la lettre. Mais à partir de ce moment-là, je ne mettrai pas de coup en XP pour changer de carrière. Ça c'est sûr. Et probablement que je ne mettrai pas non plus de différence en fait en termes de dépenses d'XP en fonction des carrières. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que je sais que je suis enquêteur au début du jeu, maintenant je ne regarde plus que la fiction pour savoir ce que je deviens. C'est-à-dire que si j'ai la possibilité par exemple de rejoindre la noblesse parce que j'ai une propale, genre on veut me donner un titre, boum, je deviens noble. Si, de facto, depuis un certain temps maintenant, on fait plutôt des trucs, on est dans la nature, etc., j'améliorerai mes compétences en survie dans la nature. Et en fait, je me servirai des carrières que de guidelines. C'est-à-dire que, au lieu d'arbitrairement
me dire ah, je vais me mettre des points par-ci par-là et de faire une sorte d'optimisation, parce que le risque ici, c'est l'optimisation, vous en doutez bien. C'est les gros bills, les mecs qui vont aller prendre vraiment les trucs tout de suite pour avoir le perso le plus fort possible. Et j'ai envie de vous dire que cette optimisation, elle peut apparaître aussi dans le système de carrière, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un truc qui serait encore pire selon moi, entre guillemets, c'est d'avoir un personnage dont la carrière, en fait, est choisie pour gros billiser. Donc ça veut dire que, ouais, je vais commencer par être un peu enquêteur, et ensuite j'aimerais bien... Il y a moyen que je devienne ratier d'une certaine façon pour obtenir ce talent, etc. Voilà. Donc moi, je pèterai les murs d'évolution de personnage, parce que de toute façon, en termes de coût en XP, on a cette sorte de truc qui va nous ralentir quand on va commencer à prendre des compétences où on est déjà fort, etc. De fait, en fait. Donc je pense qu'on peut juste se servir du tableau de répartition d'XP et ne pas trop suivre à la lettre le système de carrière, et le faire un peu en discutant avec le MJ, quoi. Plutôt que de se prendre à fond la tête avec il faut que je complète toute ma carrière, avoir 5 augmentations dans chaque truc et tout. Mon Dieu, moi ça me prend la tête. Et éventuellement, donc en fait ce qui continue d'être intéressant, c'est de regarder ce que le jeu suggère en fait comme amélioration en fonction de la carrière. Parce que comme ça, je vais pouvoir m'en inspirer pour, en bonne intelligence en fait, de personnes qui s'intéressent pas seulement aux règles du jeu mais aussi à la fiction qu'on raconte, me dire non, je vais pas aller chercher un talent en magie là comme ça. Il faudrait que dans le jeu, je parvienne à faire mes preuves, à trouver un mentor ou avoir un contact avec le chaos qui va faire que boum, je vais commencer à développer des capacités magiques, j'en sais rien. Je peux pas acheter les trucs comme ça dans tous les sens. Un autre truc qui va nous intéresser, ça va être les possessions de ces carrières pour nous inspirer aussi de si je veux devenir marchand, il faudrait peut-être que je commence par avoir de quoi être marchand, quoi. Et aussi le statut social pour pouvoir se regarder un petit peu au niveau du statut social. Si je commence de fait à devenir une sorte de marchand ambulant, etc., je vais peut-être aller regarder la carrière de marchand ambulant, par exemple, si on fait une ellipse pour savoir mes revenus, en prenant le truc de statut, etc. Donc ça, je pense que je le ferai péter. Et d'ailleurs, dans le bouquin, c'est un peu écrit d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'avec l'accord du MJ, vous pouvez également sauter des niveaux de carrière, fait normalement expliqué par les événements du jeu. Par exemple, un héritier, noble niveau 1, hérite d'une importante propriété pendant la partie. De ce fait, le MJ lui offre noble seigneur, noble niveau 4, comme potentiel changement de niveau de carrière. Comme d'habitude, changer pour ce niveau de carrière coûte 100 XP si vous avez acheté votre niveau de carrière actuel. Et en fait, je trouve que vraiment ces sortes de barrières un peu mécaniques sont pas ouf. Et notamment le fait que je dois dépenser de l'XP en fait. Dépenser l'XP pour changer de carrière, je sais pas. Ça fait pas trop sens. Pour moi, l'expérience accumulée dans ma vie me permet de gagner des compétences, etc. Et ensuite, je dois faire valoir ces compétences pour éventuellement espérer changer de carrière, puisque la carrière, entre guillemets, c'est plutôt un truc social. Je me dis, le petit truc ludique là est pas forcément hyper important à garder. Le deuxième truc dont j'ai déjà parlé, c'est que, à mon avis, les mécaniques de motivation, de mouvement, etc. sont un peu optionnelles. Elles peuvent aider à la création de perso au début, mais très vite, c'est le genre de truc. De fait, j'ai l'impression qu'en campagne, renouveler nos motivations, etc., c'est pas toujours évident. Donc, je dirais que c'est optionnel. Pareil, le tracking précis du mouvement, je dirais que c'est optionnel. Par contre, tout le reste, voilà, je pense que ça marche pas mal. Moi, j'adore tout ce foisonnement. Un défaut du système de base tel que je vous l'ai présenté pour le moment, de manière assez lacunaire, il faudra d'autres vidéos. Un défaut quand même, c'est que dans les jeux à compétences, mais ça c'est intrinsèque aux jeux à compétences, le fait qu'on ait plein de compétences, ça rend plus difficile au MJ de demander aux joueurs de faire un jet de dés. C'est-à-dire que le MJ, il doit se souvenir de toutes les compétences du jeu, techniquement. C'est là où, en fait, quand le système, les roues de la voiture, on a une belle voiture, on a un beau moteur, machin, quand ça touche le sol, on se rend compte que des fois, ça va pas toujours très très droit et qu'il faut quand même un pilote. Parce que le fait d'avoir toutes ces compétences, à moins que, en tant que MJ, vous contraigniez à avoir la fiche de la liste des compétences et à chaque fois que les PJ font quelque chose, de se demander attends, quelle compétence je vais lui demander d'utiliser. Ah, vas-y, utilise-moi connaissance héraldique du Reikland. Ça peut être un peu galère. Ça peut être un peu galère. Il y a beaucoup de compétences. Et avec les compétences avancées, c'est encore plus vrai. Donc en fait, ça peut être un peu chiant. Et la réalité, je pense, c'est qu'en général, on va finir par réussir à se souvenir un petit peu de nos compétences de base que tout le monde a, et dans les compétences avancées ça va être un peu plus galère et ce sera presque au PJ de les faire valoir, quoi. Faudra que le PJ il rappelle avec ma compétence héraldique machin, est-ce que je peux pas essayer de savoir qui c'est ce Gus là, le blason que je vois au loin. C'est plutôt comme ça que ça va marcher. Il y a aussi forcément des compétences où on se dit de prime abord on va moins s'en servir que d'autres, et il faut le savoir, je pense. C'est-à-dire que des compétences telles que évaluation pour évaluer des objets d'art, etc., il y a quand même moins de chances que ça pop dans la game. Mais je trouve pas que ce soit forcément un défaut, quoi. C'est pas forcément un défaut. Ça participe en fait à autre chose que l'aspect purement ludique, c'est l'aspect immersif. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient en fait voir
qui peuvent choisir toutes ces compétences, etc., pour se projeter dans leur personnage. Et ensuite, tâche à chaque table de faire valoir plus ou moins ces compétences. Et donc, pour ce qu'on a fait dans cette vidéo, mon dernier commentaire, je dirais, c'est que cette création de personnage est longue, ce qui est pas en soi forcément un défaut. En fait, qui va s'avérer être un défaut quand vous voulez faire jouer des nouvelles personnes rapidement. Vous êtes franchement obligé, je pense, de jouer avec des pré-tirés, etc. Ça prendrait trop de temps de créer les persos de tout le monde. C'est un investissement un peu lourd pour une soirée, donc il faudra probablement faire des pré-tirés. Et charge au MJ de faire des pré-tirés ou de trouver des pré-tirés sur Internet et tout. Par contre, la contrepartie, c'est que moi, personnellement, alors c'est perso, hein, mais créer ces personnages avec tous ces petits détails, tout ça, noter sur ma fiche au fur et à mesure toutes ces petites infos, même si en même temps je me dis oula, est-ce que je vais maîtriser ma fiche de personnage dès la première partie? Probablement pas. Je me dis c'est cool. J'ai l'impression que mon personnage il prend corps, qu'il a des compétences, des trucs dans lesquels vraiment il est un petit peu plus fort que d'autres, tac tac, qu'il est détaillé, qu'il est riche en fait. Et ça me plaît. Donc voilà pour cette première vidéo de l'Académie d'Aldorf, n'est-ce pas, sur le livre de base de Warhammer. Je vous laisse ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.